christianisme, avec tout d'abord Bertrand Dumaret, que je vais vous présenter brièvement. Bertrand est professeur de droit public à l'université Paris-Ouest, qu'on connaissait autrefois sous le nom de Paris-Nanterre, de 10 Nanterre, conseiller d'État, ancien élève de l'ENA, co-auteur du manifeste des financiers chrétiens atterrés, paru dans La Croix il y a quelques temps. C'était 5 décembre. Oui, donc c'est comme tout récent, ça a à peine 4 mois. Et puis, je crois que tu étais également l'auteur ou le co-auteur d'une étude sur les agences de notation en 2007, tu m'avais dit, qui n'avait pas été extrêmement suivie à l'époque, mais qui revient d'actualité. Voilà. Donc, il y a des financiers chrétiens. Peut-être que tu vas nous dire, au cours de ton intervention, s'il y a une finance chrétienne. La place de la finance de marché. Tu es membre de l'école d'économie de Paris, docteur en mathématiques, ancien élève de Normale Supérieure Ulm, et tu es co-auteur avec une douzaine d'auteurs, donc de 20 propositions pour réformer le capitalisme. Je crois que c'est la 3e édition. Là. Oui. Un mot sur la Grèce. La Grèce est un tout petit pays dont les ressources sont le tourisme et le commerce maritime. La Grèce est un État qui n'a jamais développé d'administration fiscale, comme nous en avons une grâce à, disons, la Révolution française et Napoléon. La vraie administration fiscale en France. Comment? Et même Colbert avant. Oui, mais en fait, le roi, jusqu'à la Révolution française, a énormément de mal à lever l'impôt. Il n'y arrive pas en réalité. Il y a des fermiers généraux. Oui, mais il a du mal. Voilà. Donc en fait, comment? Et pourtant ils sont en Europe. Oui, alors j'y arrive. Donc, mais c'est fondamental. Je pense que c'est important de comprendre ça. La Grèce, c'est un État qui n'a jamais construit, en fait, il n'y a jamais eu Napoléon, il n'a jamais construit d'administration fiscale et qui a très peu de ressources. Il n'y a pas d'industrie en particulier. Lorsque la Grèce rentre dans la zone euro en 2001, elle a falsifié ses comptes publics avec l'aide d'une grande banque new-yorkaise qui s'appelle Goldman Sachs. Pour donner l'illusion qu'elle vérifiait les critères de Maastricht. À l'époque, Eurostat, qui est l'équivalent européen de l'INSEE, a protesté en disant mais c'est faux, les comptes sont faux, les critères de Maastricht ne sont pas vérifiés. Donc en fait, au niveau européen, on n'était pas dupes en réalité. Et la Commission européenne a fermé les yeux. Et la Grèce est même le seul pays dont la France ait soutenu l'entrée dans la zone euro. Pour tous les autres pays, elle s'est abstenue prudemment en disant je ne sais pas, je suis agnostique. Mais pour la Grèce, alors là, on a dit oui, c'est très important que la Grèce rentre dans la zone euro. C'est une question qu'il faudrait poser aux politiques qui étaient au pouvoir de Mitterrand. À votre avis, il y a une raison. Mais bien sûr, mon avis, si vous voulez. C'est culturel. Pardon. C'était en quelle année? Excusez-moi. 2001. Excusez-moi. Quel était l'intérêt de Goldman Sachs de couvrir un pays aussi petit? Quel était l'intérêt de Goldman Sachs? Goldman Sachs s'est fait payer très très cher la commission. Et ça a donné une information à Goldman Sachs, que Goldman Sachs était la seule à avoir pendant tout un temps, qui était l'étendue du mensonge des comptes publics grecs. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent ce dossier d'un peu près, en 2003, il y a eu un cadre dirigeant de Goldman Sachs sur les affaires européennes qui a fait une petite déclaration dans la presse en disant « Moi, j'ai quelques doutes sur le sérieux des comptes publics grecs. » Oui. Et ensuite, vous avez toute la question immense que vous connaissez certainement des CDS, on appelle les CDS, ce sont des actifs qui donnent une protection sur l'éventuel risque de faillite, de défaut d'un État. Hein, c'est une assurance. Si vous savez que la maison du voisin est très proche de brûler et que vous avez le droit d'acheter une assurance sur le voisin, c'est intéressant d'avoir l'assurance et d'avoir l'information. Si vous êtes vous-même celui qui peut allumer le gaz chez le voisin et ensuite acheter l'assurance, ça devient très tentant de le faire. Vous voyez? Je ne sais pas, non, je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Carlo Ponti était le consultant de... Alors, il se trouve qu'en plus, de fait... Comment s'appelait-il? Il se trouve qu'en fait, de fait, Mario Draghi, donc l'actuel directeur de la BCE, est un ancien de Goldman Sachs, que Mario Monti a travaillé pour Goldman Sachs, donc ça fait beaucoup d'anciens lieutenants de Goldman Sachs qui sont en train de prendre le pouvoir en Europe, sachant que de fait, voilà, Goldman, bien que Goldman s'en défende, hein, donc là... Un épisode qu'on oublie complètement, qui est très récent, qui date de 97-98, dans lequel on avait des gens extrêmement chevronnés, des techniciens de très haut vol, disant la France a des finances publiques qui sont absolument désastreuses, et à l'époque,
La question était, et elle ne pourra pas se qualifier pour l'euro. Souvenez-vous d'ailleurs, ça avait conduit un secrétaire général de l'Élysée à proposer la dissolution du Parlement, et finalement ça a permis au gouvernement de Lionel Jospin d'arriver au pouvoir. Et un an après, snap, nous sommes qualifiés haut la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi je connais bien la situation, puisque j'étais au cabinet à l'époque de Sauter et de Strauss-Kahn. Ben, tout simplement, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement socialiste de l'époque? Il a supprimé les économies d'impôts qui avaient été accordées par le gouvernement précédent. Et effectivement, le gouvernement précédent était coincé, parce que dans la logique politique de l'honneur, en quelque sorte, il ne pouvait pas revenir sur ses propres promesses. Le gouvernement suivant a tout simplement passé un petit coup de Tipex et de gomme sur les économies qui avaient été faites, et sans maquiller les comptes, sans trop les maquiller, on est passé haut la main. Et ce qui est absolument effarant dans la période actuelle, c'est que notamment les agences de notation considèrent qu'un gouvernement ne va jamais changer d'avis. Alors, ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. C'est abyssal de voir que des États comme par exemple la République française sont endettés à hauteur de plus de 70% auprès des marchés financiers, et donc sont par exemple prisonniers de l'opinion que trois agences de notation qui n'ont pas de responsabilité politique, qui n'ont pas de légitimité, dont les méthodes sont sujettes à caution, et bien de voir que la dette française, que la dette espagnole, la dette italienne est enserrée dans ce type de problématique. Tu veux dire les 30% restants sont... Les 30% restants, c'est des financements qui sont auprès des ménages, des particuliers, l'industrie ou ménages. Et donc l'idée de financer les puissances publiques, et notamment l'Union européenne, par des emprunts, ça fait un peu, là aussi ça fait un peu rétro, des grands emprunts populaires auprès des ménages, pour qu'il y ait aussi une double comment dire, relation entre la puissance publique et la population, une relation dans laquelle la population participe aux charges communes par l'impôt, et d'autre part, dans lequel l'État est redevable aussi vis-à-vis de la population de ses propres ressources sous forme d'emprunt. On propose aussi, mais j'allais dire, le débat là est beaucoup plus connu, une taxe sur les transactions financières, de façon à limiter, j'allais dire, l'ampleur des placements à titre purement spéculatif. Deuxième type de proposition, limiter la place de la finance de marché. C'est abyssal de voir que des États comme par exemple la République française sont endettés à hauteur de plus de 70% auprès des marchés financiers, et donc sont par exemple prisonniers de l'opinion que trois agences de notation qui n'ont pas de responsabilité politique, qui n'ont pas de légitimité, dont les méthodes sont sujettes à caution, et bien de voir que la dette française, que la dette espagnole, la dette italienne est enserrée dans ce type de problématique. Tu veux dire les 30% restants sont... Les 30% restants, c'est des financements qui sont auprès des ménages, des particuliers, l'industrie ou ménages. Et donc l'idée de financer les puissances publiques, et notamment l'Union européenne, par des emprunts, ça fait un peu, là aussi ça fait un peu rétro, des grands emprunts populaires auprès des ménages, pour qu'il y ait aussi une double comment dire, relation entre la puissance publique et la population, une relation dans laquelle la population participe aux charges communes par l'impôt, et d'autre part, dans lequel l'État est redevable aussi vis-à-vis de la population de ses propres ressources sous forme d'emprunt.